Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire organisé par SCS dédié au financement de projets. Je vous remercie de patienter encore quelques petites minutes, le temps que les personnes inscrites puissent se connecter. Nous avons pour l'instant 17 personnes connectées. Nous attendons à peu près une quarantaine, une cinquantaine de participants. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire organisé par SCS et dédié au financement de projets. Ce webinaire va vous être présenté par Gérard Martinez, directeur innovation, Marielle Campanella, responsable projet Europe, et Fabienne de Thomas, stratégie et open innovation. Ce webinaire est enregistré et sera mis à disposition sur notre site web. Et les slides vous seront adressés d'ici demain par mail, donc à chaque participant. Pour poser vos questions, nous vous invitons à utiliser le module questions qui se trouve sur votre écran. Et à la fin de cette présentation, une enquête de satisfaction s'affichera sur votre écran. Donc, nous vous remercions d'avance de prendre quelques petites minutes pour pouvoir y répondre, ce qui nous permet de nous améliorer toujours un petit peu plus. Je vous remercie et je laisse la parole donc à Gérard Martinez. Très bon webinaire à tous et à toutes. Merci Nadira. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Gérard Martinez, directeur innovation au pôle SCS. Donc, l'objectif de ce webinaire sera de faire un panorama assez exhaustif pour notre écosystème. Donc, ça va être un petit peu dense, mais nous avons une session questions-réponses et bien entendu, l'objectif ne sera pas de rentrer dans tous les détails de l'ensemble des appels à projets. Il y a une actualité qui est assez intense aujourd'hui, donc il nous semblait important de vous présenter nos appels à projets, on va dire classiques, mais aussi des appels à projets qui sont liés à un plan de relance. Donc on vous détaillera très rapidement sur une planche ce que l'on entend par plan de relance et l'impact pour notre écosystème et l'ensemble des appels à projets. On fera donc une vision hélicoptère des projets nationaux, régionaux et plans de relance.
un petit focus sur le challenge IA, qui est chez nous aussi un appel à projet un petit peu spécifique. Et puis, on parlera succinctement de tout l'accompagnement et le processus de labellisation du pôle SCS. À l'issue de cette première session, on vous laissera le soin de poser quelques questions. Si on est un peu court dans le timing, on vous autorisera donc à poster toutes les questions et on vous apportera des réponses par la suite. Et il nous semble aussi important de faire un focus sur l'ensemble des projets européens, à la fois le rôle de SCS et puis aussi maintenant, très récemment, donc une offre d'accompagnement pour l'ensemble de nos membres afin d'avoir une optimisation de leur réponse à appel à projet et surtout une focalisation sur les bons guichets. Et donc cette partie sera animée par Marielle Campanella, qui est donc responsable de toute la partie projet européen au sein du pôle SCS. Et puis on aura une conclusion sur les questions et les réponses à appel à projet. Donc, afin d'accélérer, donc rapidement, la première chose qui nous semble assez importante, très souvent, il y a une vision des appels à projets qui est trop limitée à l'appel à projet en lui-même. Ce qui nous semble important, c'est vraiment de s'assurer que vous avez d'abord un projet qui s'inscrit à la fois dans votre stratégie d'entreprise, mais aussi un projet qui va avoir des critères tels qu'ils sont listés ici, qui sont en général le dénominateur commun de l'ensemble des appels à projets en termes de critères. Alors, ce n'est pas exhaustif parce que ça dépendra de la nature de l'appel à projet, mais d'une manière générale, ce sont des projets avec des attentes du marché. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre d'initiatives à la fois au niveau de l'État français, mais au niveau de l'Europe. Donc il y a des demandes, des attentes et il y a des directions qui sont prises. Le deuxième point qui est très significatif, c'est aussi l'impact. On parle d'un impact pas uniquement en termes d'innovation, mais surtout un impact économique. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de répondre et d'avoir un projet va créer des emplois et générateur de chiffre d'affaires supplémentaire? Donc, ce point est parfois un peu trop occulté, surtout lorsqu'on parle de projets technologiques, et ça peut devenir un point faible dans des critères de sélection. Bien entendu, c'est très orienté innovation, même si vous le verrez par la suite que dans le plan de relance, on a des caractéristiques différentes. Mais donc, on parle d'innovation, on parle de verrous, alors ça peut être de verrous technologiques, de régulation, de réglementation, mais dans tous les cas de figure, ça reste, alors j'aime pas trop le mot parce que c'est parfois un peu galvaudé, mais il faut que ce soit un petit peu disruptif par rapport à ce que l'on voit ou ce que l'on a sur le marché. Bien entendu, qui dit projet dit un programme de travail. Donc on dit ici, on parle de programme de travail cohérent. Donc lorsqu'on a des appels à projets qui sont sur des durées de 12 à 24 mois, si vous avez un projet qui fait que 6 mois, quelque part, ça veut dire qu'il y a déjà un certain nombre d'éléments qui ont déjà été mis en œuvre, auquel cas on est peut-être sur une fin d'un programme ou d'une roadmap. Et à l'inverse, si vous êtes sur des projets à 36 mois alors que l'appel à projet est sur 12 ou 24, ça c'est pas du tout cohérent. Donc restez très très vigilant la plupart du temps sur cet aspect programme, organisation. C'est valable tant d'un point de vue lorsqu'on est monopartenaire ou lorsqu'on est sur des projets collaboratifs. Là, il y a encore une difficulté qui est liée à la synchronisation et au rythme des différentes entités, que ce soit des sociétés ou que ce soit des académiques. Bien entendu, il y a un aspect qui est la viabilité financière. La viabilité financière, elle est à la fois sur la santé de la société,
et sur sa capacité à mener le projet. Donc, il y a toujours un volet financier assez conséquent sur lequel il faut apporter toute son attention avec toute la cohérence que l'on peut avoir. C'est comme un mini business plan la plupart du temps, et ça doit être extrêmement cohérent parce que c'est souvent le premier volet de votre dossier qui va être examiné pour l'éligibilité à un appel à projet. Et ensuite, bon, ben, il y a la labellisation du pôle qui est à la fois, qui peut être optionnelle hein, sur beaucoup d'appels à projets afin de ne pas avoir d'être discriminant par rapport à la projet. Vous le verrez par la suite. Donc, la labellisation, c'est pas uniquement un papier. La labellisation, c'est aussi une commission projet qui va examiner en amont votre projet, qui va vous aider à améliorer votre dossier, qui va souvent soulever des problèmes ou des éléments qui ne sont pas assez détaillés. Donc, c'est vraiment un accompagnement en bienveillance et c'est ensuite, dès l'instant où vous avez une labellisation, parfois donc un bonus financier. Si vous êtes sur un cadre de subvention, vous pouvez améliorer de plusieurs pourcentages le taux de subvention. Et c'est un bonus qualitatif, bien entendu, compte tenu de la reconnaissance des pôles sur les différents appels à projets et surtout au niveau de l'État. Donc, quand une fois tous ces éléments, bien entendu, qui sont des généralités, mais bon, c'est toujours bon de le rappeler, il y a quand même un certain nombre de points importants pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans la majorité des appels à projets. D'abord, on est sur des fonds publics, donc toutes les dépenses et les travaux doivent être faits en local. Alors en local, si on est sur un appel à projet national, eh bien c'est la France, enfin la France dans tout son ensemble. Et après, si on est sur un appel à projet régional, bien entendu, là, ça va être très orienté sur des ressources de la région, même si parfois il y a aussi des ressources externes qui sont autorisées dans le cadre des projets collaboratifs. La plupart des sociétés font appel donc, au Crédit Impôt Recherche, donc au CIR. Si vous avez aujourd'hui, vous bénéficiez du CIR et que vous avez un projet avec subvention, ben, toute la partie qui n'est pas subventionnée est toujours éligible au CIR. Hein, donc ça, c'est aussi un élément extrêmement important. Si vous avez un projet avec un taux de subvention à 50%, pour faire simple, les 50% qui ne sont pas couverts par la subvention sont éligibles au CIR. Alors, pour bien cibler aussi les appels à projets, il faut être conscient de ses ressources et de ses capacités financières. Ça veut dire que il y a souvent des critères d'élimination qui sont liés à la nature ou à la difficulté financière d'une société. Donc, ça veut dire que quelque part, il faut être conforme à ce qu'on appelle l'entreprise saine au sens de la CE. Et bon, de manière générale, c'est que les pertes ne dépassent pas la moitié des capitaux propres. Alors, ce n'est pas toujours vrai en fonction des appels à projets, surtout dans le contexte d'un plan de relance, mais je dirais dans la majorité des appels à projets, on est sur ce schéma. Et puis, d'une manière générale, pour 1 euro d'aide, que ce soit de subvention ou d'avance remboursable, il faut être capable d'avoir en équivalent 1 euro de fonds propres. Ça veut dire que si vous avez 500 K euros de fonds propres, ben vous êtes éligible à 500 K euros d'aide. Donc ça, c'est aussi un élément extrêmement dimensionnant sur lequel il faut porter son attention dès le début afin de bien cibler le bon, ce que j'appellerais le bon guichet, c'est-à-dire le bon appel à projet. Une autre partie qui est assez importante, bon, vous allez voir, les appels à projet, c'est assez riche et parfois on peut s'y perdre. Il faut savoir que ça répond toujours à une logique, soit une logique de développement, soit une logique de pilote par rapport à une technologie, ou soit une phase de commercialisation.
Donc, c'est pour ça qu'on va parler chaque fois de chaîne d'innovation ou de TRL. Vous avez ici une des représentations, mais vous en avez un certain nombre si vous êtes intéressé à votre disposition. Dans une recherche Google, vous en aurez différentes terminologies. Mais ce qui est important aussi, c'est de bien comprendre et de bien situer dans quel intervalle se situe votre projet. Si vous êtes dans une phase de faisabilité, vous êtes plutôt sur des TRL bas. Si vous êtes dans une phase de développement, vous allez être sur des TRL médians. Et puis après, si vous êtes vraiment sur une problématique d'industrialisation ou de commercialisation, vous allez être sur des TRL hauts. Donc là, vous avez une représentation qui est ce qu'elle est. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus significatives en fonction de la manière dont vous voulez interpréter. Mais celle-ci, c'est celle qui est utilisée au niveau européen. Donc, elle permet d'avoir une version beaucoup plus exhaustive qu'une simple représentation française. Donc, situez aussi très bien votre projet sur la partie chaîne d'innovation. Voilà, donc ça, on a fait un petit peu le tour des généralités. Donc là, il y a une spécificité sur ce webinaire. Cette spécificité est liée au plan de relance. Donc, il a été présenté le 3 septembre. Donc, il y a toujours des chiffres qui sont présentés, des enveloppes, et parfois, il est un petit peu complexe à comprendre où est-ce que ces enveloppes vont être allouées. Donc là, on a essayé de vous faire une petite synthèse. Donc, il y a trois grandes thématiques, c'est compétitivité et innovation, transition écologique, et après cohésion sociale et territoriale. Et puis, donc, pour ces trois thématiques, il y a à peu près 100 milliards d'euros sur 2 ans qui ont été financés à 40% par l'Union européenne. Donc, ça, c'est ce qui est présenté et qui est décliné au niveau des communications pour chaque entité gouvernementale. Donc, nous, on va être plutôt sur la partie compétitivité et innovation, même si le cadre et l'écosystème du pôle, on va dire pour faire simple, c'est quand même le numérique, la microélectronique, et quelque part, on peut être aussi très transverse. Ça veut dire que dans la transition écologique, par exemple, dans la partie transport, si vous avez une optimisation en transport autonome avec une grosse connotation numérique, on aura aussi la possibilité de répondre et d'être sur ces dotations. Mais là, aujourd'hui, ce qui est le plus pertinent pour nous, parce que les appels à projets vont dérouler au fil de l'eau, alors il y en a certains qui commencent déjà en 2020, et puis il y en a qui vont plutôt se mettre en place à partir de 2021, 2022, voire 2023. Donc nous, sur la partie compétitive innovation, je ne vais pas parler, mais il y a toute une partie qui est liée à la baisse des impôts de production, et puis il y a tout ce qui est développement industriel sur les territoires. Donc ça, vous allez voir qu'il y a 2 appels à projets relativement intéressants. Après, il y a le soutien au sens large aux entreprises, et puis il y a la partie programme d'investissement d'avenir, donc le fameux PIA, qui va être PIA 4, et qui va être doté de 11 milliards supplémentaires. Donc ça veut dire que ça, c'est pas le programme uniquement PIA 4, c'est la dotation supplémentaire qu'il va y avoir sur celle qui était initialement prévue par rapport au budget. Voilà, donc ça c'est juste pour vous donner un petit peu une vue d'hélicoptère sur le plan de relance sur lequel il y aura un certain nombre d'appels à projets début 2021 et quelques-uns qui en vont commencer pour ces derniers trimestres 2020. Donc, sur les appels à projets nationaux et régionaux, là, je vous donne les… Alors, ce n'est pas exhaustif, mais là, vous avez à peu près tout le panorama de ce que l'on revoit chaque année. Donc, avec à la fois donc en abscisse l'échelle des TRL et puis en ordonnée la taille des budgets. Donc, il y a donc les projets ANR, Agence nationale de la recherche, qui sont très connus depuis pas mal de temps, donc qui sont quand même sur des TRL assez bas et qui sont très orientés académiques. Après, nous avons pour la région ce qu'on appelle projet d'innovation en région Sud-PACA, on va voir. Donc ça, c'est très, très intéressant, et surtout pour notre écosystème
où on a donc des TPE ou des startups qui permet d'avoir des projets tant en termes de faisabilité qu'en termes de développement et bien adaptés par rapport à la capacité de fonds propres de notre écosystème. Bon, le projet rapide qui est aussi mené par la DGA, qui sont aussi des projets extrêmement intéressants, qui sont à la fois pour des marchés publics et défense. Donc là-dessus, il y a un certain nombre de sociétés qui sont relativement bien habituées. Je vous inviterai aussi à jeter un coup d'œil pour les nouveaux. C'est quelque chose qui permet d'avoir sur des technologies parfois un peu niches qui peuvent être déclinées aussi non pas uniquement pour le marché militaire, mais aussi le marché au sens large. Concours Innov, qui est toujours par plusieurs vagues sur l'année, donc on en parle un peu parce que on a eu la vague 6 qui se termine donc le 6 octobre, donc il n'y a plus de labellisation possible pour le Concours Innov, et pour lequel on a aussi pas mal de succès, donc on a eu plusieurs dossiers, dont un très récemment. Et puis, c'est des dossiers qui aboutissent très rapidement en termes de décision. Et bien entendu, les projets qu'on va appeler PSPC et PSPC Région, qui sont des projets extrêmement dimensionnants et collaboratifs. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, et on ne va pas rentrer dans le détail, hein, on a un timing assez serré, mais ce qui est important, c'est vous mettre, que vous ayez les éléments clés, à la fois quelle typologie de projet, de quel budget on parle, quel taux d'aide, et puis quels sont les critères de sélection. Donc, projet PSPC classique, donc c'est projet de recherche et de développement structurant pour la compétitivité au niveau national. Bon, ce sont des projets collaboratifs, donc pour des entreprises de toute taille et tout secteur économique, et bien entendu avec des établissements de recherche. Donc, en général, on a un consortium et un minima 2 entreprises, une organisation de recherche ou une entreprise et une organisation de recherche. Dans le cadre global, il n'y a pas de thématique précise. Mais après, il y a ce qu'on appelle les comités filières stratégiques. Donc, en ce qui nous concerne, il y a tout le volet numérique, il y a aussi le volet microélectronique, mais il y a aussi l'aspect numérique dans la santé. Donc, ce sont des projets en général qui ont des durées assez longues, hein, de 3 à 5 ans, donc extrêmement dimensionnants, avec des budgets pouvant aller de 4 millions d'euros à 50 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'on est quand même sur des projets très structurants par rapport à une filière et non pas des technologies qui vont être émergentes uniquement, du moins sur la partie innovation. Les taux d'aide, donc c'est de l'ordre de 30 à 50% pour les entreprises et 100% pour les coûts marginaux lorsqu'on est sur les organismes de recherche. Alors 30% à 50% pour les entreprises, ça va dépendre de la typologie de votre entreprise. Si vous êtes classé comme un grand groupe, le taux d'aide va être de 30%. Si vous êtes type TPE ou PME, ce sera plutôt 50%. Et puis, on parle souvent de financement mixte. Ça veut dire qu'on peut avoir des subventions et des avances remboursables. Donc là, il y a tout un détail dans l'appel à projet. Donc, dès l'instant où vous êtes intéressé, donc vous nous faites parvenir vos idées, à la fois parce que ce sont des projets collaboratifs, donc très souvent, ça nécessite justement d'identifier des partenaires complémentaires, à la fois par rapport au projet, mais aussi par rapport à la typologie des entreprises. Et puis, l'avantage de cet appel à projet, c'est qu'il est au fil de l'eau, avec une relève mensuelle, et donc l'appel à projet se termine, en fait du moins cet appel à projet pour cette année se terminera au mois de fin juin 2021. Donc on a la capacité de déposer un projet tous les mois. Okay, bien entendu, il y a un processus, peut-être on ne le voit pas très bien, mais un processus qui est de présélection. Très souvent, donc, lorsque le pôle est sollicité pour la labellisation, on rentre en contact à la fois avec la BPI et les différentes entités étatiques qui font partie de cet appel à projet
afin de bien vérifier que le projet que l'on propose a un projet avec un taux de succès acceptable et surtout s'inscrit dans une bonne thématique par rapport aux filières stratégiques. Et puis la labellisation, bien sûr, elle est optionnelle, hein, mais par contre, elle offre très souvent un bonus parce qu'il y a la présélection, plus un bonus financier si le projet est sélectionné. Et puis, bien entendu, vous avez donc tous les critères de sélection, on va dire classiques et génériques que vous avez ici. Donc là-dessus, on commence à avoir un certain nombre de sollicitations, à la fois par rapport à des grands groupes et ensuite par rapport à toute une série de PME ou de start-up TPE qui ont des briques technologiques pouvant être intégrées dans des projets beaucoup plus larges. Donc, dans la même optique, on a aussi ce qu'on appelle le PSPC région. Donc, c'est un petit peu la même chose, mais c'est plutôt très orienté région. Là, on est sur des budgets de projets qui sont de 1 million d'euros à 4 millions d'euros. On retrouve à peu près les mêmes typologies de taux d'aide. Il n'y a toujours pas de thématique. On est sur des projets pouvant aller de 2 à 4 ans. Et on est sur une sélection qui va être État et région. Donc, ça veut dire qu'on va favoriser, c'est pour favoriser donc en général les projets collaboratifs en région, ce qui n'exclut pas d'avoir quand même un projet collaboratif avec des sociétés qui ne sont pas dans la région sud. On en a en l'occurrence quelques-uns, mais dans ce cas de figure, donc ces projets, par exemple, si vous avez un taux d'aide à 50%, en général, vous avez 25% qui sont gérés par la région et 25% qui sont gérés par l'État. Donc, si vous avez des projets, on va dire, mixtes avec deux régions, c'est la région de la société partenaire qui prendra le relais et non pas la région sud. Donc, ça demande quelques petites mécaniques, c'est assez technique, mais bon, on est assez maintenant éprouvé à cette problématique et on est capable de bien vous aider, bien vous flécher là-dessus. Donc, grosso modo, c'est l'équivalent du PSPC avec des assiettes projets de 4 millions d'euros, de 1 million d'euros à 4 millions d'euros, alors que le PSPC national était de 4 millions d'euros à 50 millions d'euros. Toujours dans la partie région, donc un appel à projet qui rencontre beaucoup de succès, hein, qui sont des projets d'innovation en région Sud-PACA, donc encore dénommés PIA 3 parce qu'ils vont se terminer sur 2020 et être renouvelés probablement donc sur 2021 et 2022. Donc là-dessus, c'est très orienté pour des PME, TPE, start-up qui sont implantés dans la région sud ou qui vont s'implanter en région sud ayant un siège ou un établissement. Donc il y a beaucoup de filières, comme vous le voyez. Donc, ce sont les priorités de la région sud. En ce qui nous concerne très facilement, donc c'est tout ce qui est technologie du numérique. Mais en fait, comme la technologie du numérique se décline sur toutes les filières, que ce soit énergie, que ce soit agriculture, que ce soit santé ou silver economy, on va s'apercevoir qu'on est capable de rayonner sur l'ensemble des filières et pas uniquement sur des projets très orientés en technologie du numérique. Les critères de sélection sont assez classiques aussi. Ce qui est important, c'est de bien identifier le degré de rupture, bien sûr à l'échelle de la région. Hein, on n'est pas en degré de rupture au niveau international, donc c'est à l'échelle de la région, voire de la France. Mais donc ça veut dire que on peut travailler sur des technologies qui sont déjà existantes potentiellement dans d'autres pays comme les US ou autres, mais très intéressant à être développé à la fois en Europe, en France ou dans la région. Bien entendu, encore une fois, labellisation optionnelle, vous avez un bonus qualitatif non négligeable. Il faut savoir qu'on a un taux de succès qui est à peu près le double
quand les projets sont labellisés, alors que ce soit labellisé par le pôle SCS, mais ça peut être aussi labellisé par les autres pôles quand on est dans d'autres filières comme l'aéronautique ou toute la partie optique et photonique. Le taux d'aide, c'est à peu près 50% maximum des dépenses du projet. Et puis après, vous avez deux volets. Un volet qui est faisabilité. Donc, ce sont des projets qui ont des TRL assez bas, de 2 à 5, sur des durées de 12 mois maxi. Et avec des budgets allant de 200 à 400 euros. Et puis après, vous avez la partie volet développement et industrialisation qui sont sur des TRL plus élevés, bien entendu, hein, donc, et sur des budgets de 400 euros à 1 million d'euros. Ce que l'on s'aperçoit, c'est que depuis le début de cet appel à projet, on a pas mal de nos membres qui ont démarré sur un projet avec une faisabilité et qui ensuite basculent sur le développement et l'industrialisation. Donc c'est très cohérent par rapport à l'appel à projet et ça offre une très bonne roadmap par rapport à ce financement et surtout par rapport à la qualité de nos projets et sur la viabilité de nos projets à long terme en région. Donc, je vais un petit peu accélérer. Bon, bien entendu, ça c'est le process. Donc, vous aurez toutes les slides à votre disposition. Hein. Mais c'est pour vous dire que c'est un process quand même où il faut prendre un petit peu le temps. Le process d'expertise qui est le plus important est de 8 à 12 semaines. Et puis après, quand le dépôt des dossiers est fait, on a une délibération de 2 à 4 semaines. Après, nous avons un certain nombre d'appels à projets qui sont extrêmement intéressants sur des petites tailles. Donc, je ne vais pas le passer en détail, mais je pense que c'est important parce que dans notre écosystème, on a aussi pas mal de medtech, donc des sociétés qui ont du numérique au service de la santé. Et donc, ce sont des appels à projets qui passent sous le radar par moment, qui sont nationaux, qui sont extrêmement intéressants. Donc, celui-ci, qui est en date dépôt jusqu'à la fin de l'année, pour lequel on a instruit 2 dossiers et qui sont aussi très orientés sur l'usage et des technologies à base d'IA. Donc là-dessus, pour tout notre écosystème intelligence artificielle et big data, je vous invite aussi à regarder ces appels à projets dans les thématiques qui peuvent vous intéresser. De la même manière, par rapport à l'écosystème, donc on a un volet digital et sécurité. Donc il y a aujourd'hui une initiative faite par l'Agence de l'innovation et BPI France, qui sont les grands défis cybersécurité. Il y a plusieurs tranches. Donc vous voyez, ce sont des projets quand même de 1 million d'euros à 3 millions d'euros, avec un taux d'aide de 50% en subvention. Donc là-dessus, vous avez toutes les thématiques de la cybersécurité, réseau dynamique. En ce qui concerne notre écosystème, je pense qu'il y a énormément de nos membres en objets connectés qui doivent être intéressés, qui doivent s'intéresser à cet appel à projet. Et bien entendu, il y a aussi tout ce qui est protection des petites structures contre la cybercriminalité. Donc là-dessus, ça laisse aussi pas mal d'opportunités pour de certaines applications qui aujourd'hui auront des difficultés face à des gros, on va dire, de l'industrie de la cybersécurité, hein, mais qui ont des éléments extrêmement intéressants et potentiellement disruptifs. Alors c'est bien entendu conduit par le directeur du programme Grand Défi, donc il y a un programme qui a été défini, plus le support de l'ANSSI et de la DGA. Donc là-dessus, vous avez jusqu'à la fin mai 2021 pour répondre, et c'est au fil de l'eau. Là-dessus, je laisserai donc Fabienne de Thomas vous faire aussi part de tout ce qui est appel à projet Challenge IA. Donc, Fabienne, si tu es connectée, je te laisse la main rapidement. Oui, oui, tout à fait. Merci. Gérard, vous m'entendez? Allô?
Oui, Vous on t'entend m'entendez? parfaitement. Oui, on Pardon, t'entend parfaitement. pardon, excuse-moi. Oui, donc rapidement, cette information sur les challenges IA de la vague 3 avec un prochain lancement dans les jours qui viennent, donc de l'appel à manifestation d'intérêt pour les sponsors. Donc si vous êtes un ETI ou une grosse PME ou un grand groupe intéressé de passer par ce dispositif donc, qui permet de trouver une solution, la meilleure solution en tout cas par une PME ou une start-up IA pour votre challenge, donc pour votre problématique, donc qui doit implémenter une solution d'intelligence artificielle. Vous pouvez intéresser donc par ce dispositif. Donc l'AMI sponsor, on va être lancé donc dans les prochains jours et votre challenge, donc s'il est retenu, fera l'objet donc d'un cahier des charges avec le lancement d'un appel à projet dans 2 mois environ lauréat, c'est ainsi que l'appelle BPI, qui sera prévu donc en décembre et qui sera lui, qui fera l'objet d'une aide financière dans le cadre du programme investissement d'avenir. L'aide financière pouvant être donc jusqu'à 100 000 € de subvention pour donc la PME ou la start-up IA répondant donc aux besoins exprimés dans le challenge. Donc voilà, c'était juste pour vous dire qu'on en est dans la vague 3 et nous avons de beaux résultats pour les 2 premières vagues avec 7 sponsors donc, qui ont été sélectionnés dans les vagues 1 et les vagues 2. Nous sommes là dans les auditions, dans la présélection de la vague 2, donc je ne peux rien dire, mais en tout cas pour la première vague, et je sais que d'ailleurs certains lauréats au pluriel d'ailleurs nous écoutent. Dans la première vague, nous avons eu Thales avec la PME EarthCube qui ont été sélectionnés. Nous avons eu l'Association nationale des fréquences avec la PME ESACO qui ont été sélectionnés, qui travaillent donc en ce moment sur donc, le projet du challenge qui devrait se terminer début 2021. Et puis la société MBDA avec la PME Synapse Défense et l'IRT Saint-Exupéry. Donc on peut candidater seul également, mais aussi on peut être en collaboration pour répondre donc à ces challenges. Et pour vous montrer aussi combien le dispositif est plutôt apprécié, c'est que certains sponsors, donc certains grands groupes notamment, ont candidaté pour la vague 1, ont tellement aimé donc le dispositif qu'ils ont candidaté pour la vague 2, ils ont été présélectionnés et donc ils ont, grâce à l'aide du pôle SCS et SAFE, accompagnateur sur la thématique défense et sécurité, fait l'objet donc d'un cahier des charges et d'un appel à projet lauréat. Et ils vont recandidater probablement pour la vague 3, puisque ça permet effectivement de trouver au niveau national la meilleure solution proposée par une PME ou une start-up IA sur un challenge plutôt complexe à résoudre. Voilà, j'en ai fini pour les challenges IA. Merci Fabienne, parfait. Donc, comme je vous l'ai dit, donc nous avons des appels à projets qui proviennent du contexte que l'on connaît et qui est dans cette année 2020 un peu chamboulé. Donc, c'est ce qu'on appelle les plans de relance. Donc, on en a sélectionné, il y en a plusieurs, donc il y en a pour l'automobile, il y en a pour la santé, il y en a pour l'aéronautique. Et là, donc celui-ci, c'est toute la partie soutien à l'investissement dans des secteurs stratégiques pour la résilience de notre économie. Bon, de manière générale, et pour faire très simple, c'est renforcer l'autonomie et la résilience des filières industrielles françaises. Et en ce qui nous concerne, donc, c'est la création d'unités de production, donc d'investissement pour augmenter ou moderniser des capacités de production, voire même pour le développement et la mise en œuvre à l'échelle industrielle de procédés technologiques innovants. Donc là, on est sur des TRL de haut niveau, ce qui veut dire que c'est quand même assez intéressant, surtout par rapport à la nature des appels à projets classiques, entre guillemets, puisque là, on peut quand même faire financer la création d'une unité de production. Alors, les thématiques, comme je vous ai dit, il y en a plusieurs. En ce qui concerne notre écosystème, on a sélectionné toute la partie électronique et en priorité les projets de localisation, de relocalisation potentiellement de lignes pilotes ou de production électronique. Et il y a aussi un gros volet 5G, donc sur tout ce qui est application sur des marchés verticaux. Donc c'est vraiment au sens large et c'est pas technologie pour la technologie, c'est développement de plateformes, potentiellement, enfin tout ce que l'on peut aujourd'hui imaginer et tout ce que l'on voit aujourd'hui en termes de roadmap et d'application autour de la 5G. Alors, bien entendu, je vous mets fil de l'eau.
jusqu'au 17 novembre 2020, donc on peut faire un dépôt sur la phase 1. Ce qui est très intéressant, c'est que cet appel à projet était initialement prévu pour démarrer en 2021 uniquement, mais il y a déjà une dotation, je crois, qui est de l'ordre de 100 millions d'euros, qui va être fait sur 2020. Et c'est donc l'objet de cette première clôture au 17 novembre. Et ce qui est aussi très intéressant, parce que donc on a fait un certain nombre d'échanges avec la DGE et la BPI sur ce sujet. Ce qui est important, c'est que quel que soit, si votre projet n'est pas retenu sur la phase 1, il est réexaminable sur les phases suivantes. Tout simplement parce que le projet n'avait peut-être pas atteint un niveau de maturité. Bien entendu, quand on parle de projet de localisation de production, ce n'est pas quelque chose que l'on peut boucler en un mois. Par contre, si c'est dans votre vision et dans votre roadmap, n'hésitez pas à nous en faire part, parce que bien entendu, il y a aussi tout un travail de présélection auprès de la PPI et auprès de la DGE. Et là, on est en contact direct pour examiner en préliminaire les dossiers et savoir si ça vaut le coup ou pas de le déposer. Bien entendu, on parle de budget assez conséquent, donc le point de départ, c'est 1 million d'euros jusqu'à, j'ai mis XX, ça veut dire que ça peut être assez conséquent, donc à 2 digits, en fonction de tout l'aspect stratégique et autres. Une des craintes très souvent par rapport à notre écosystème, c'est de se dire que ce sont des projets qui sont déjà fléchés pour des entreprises qui ont travaillé en phase préliminaire et autres. Ça n'est pas le cas. Et en l'occurrence, il y aura une grosse enveloppe, une partie de l'enveloppe qui va être dédiée pour des projets ayant des assiettes de 1 à 4 millions d'euros. Donc, ça veut dire très intéressant pour des PME ou voire des TPE, surtout dans la partie électronique. Et bien entendu, extrêmement intéressant pour tout ce qui est applicatif ou infrastructure, plateforme sur la partie 5G. Une particularité aussi qui est liée donc à la situation Covid, c'est que dans le cadre du plan de relance, le premier million, donc on parle de subventions sur ces projets de manière générale. Et donc si vous avez un projet de 2 millions d'euros, par exemple, éligible, le premier million d'euros sera, s'il est sélectionné, sera couvert à 80%, c'est-à-dire que vous avez une subvention de 800 000 euros, et le deuxième million d'euros sera sur une gamme de 30 à 60% de subvention max. On parle de projets pouvant aller de 6 à 36 mois, donc ce qui est assez intéressant parce que c'est pour des projets très courts, voire des projets plus long terme. Donc ça, c'est au niveau national. Après, il y a la même chose, on va dire, mais plus dans un environnement industriel et moins de restrictions au niveau des thématiques et des typologies de filières. Et donc là, on parle principalement de budgets qui vont de 400 000 euros à X millions d'euros, c'est-à-dire inférieur en général à 10 millions d'euros. On a le même niveau d'aide, c'est-à-dire qu'on peut avoir 80% pour le premier million et ensuite de 30 à 60% pour la partie au-dessus de ce million. Là, on parle de projets qui sont plutôt à 24 mois max et qui sont vraiment à vocation industrielle, à fort impact territorial. Donc là-dessus, le comité de pilotage qui examine ces dossiers, c'est l'État, mais c'est surtout la région et la BPI. Donc là-dessus, sur la partie région sud, vous aurez un poids non négligeable en termes de décision par rapport à la région sud. Donc là-dessus, c'est tout récent aussi. On reçoit un petit peu au fil de l'eau parce que c'est fait, je dirais, assez rapidement. Il y a un niveau de réactivité de l'État et de la région qui est très fort, mais il y a un certain nombre de compléments d'informations qui nous arrivent au fil de l'eau. Et là, on se tient à votre disposition pour en discuter. Tout simplement parce qu'aussi, il n'y aura pas plus de 10 dossiers présélectionnés et instruits simultanément dans chaque région. Donc, ça veut dire que quelque part, le premier arrivé, premier servi. Donc, il faut être à la fois capable de se mobiliser pour apporter un projet pouvant être présélectionné et ensuite, bien entendu, sélectionné ou pas.
Bon, ça c'est une vision d'ensemble qui va vous permettre de comprendre rapidement et c'est une synthèse que l'on met aussi à disposition au niveau de notre site web pour tous nos membres. Mais ça vous permet de voir qu'il y a quand même un certain nombre d'appels à projets, qu'il faut rester vigilant et bien entendu ne pas être trop réactif. Il faut s'imprégner de la nature de ces appels à projets et ensuite être en travail préventif, c'est-à-dire se dire bon ben ok, je suis bien pour la partie concours innov, c'est quelque chose qui correspond bien à la typologie de ma roadmap et de ma société. C'est monopartenaire, le taux de subvention, avance remboursable, ça va bien. Il y a un taux de succès qui est convenable. Et auquel cas, je sais que la prochaine vague va arriver d'ici 3 à 4 mois. Donc, il faut essayer de le préparer tant d'un point de vue stratégie d'entreprise, mais aussi d'un point de vue accompagnement et labellisation auprès du pôle. Alors, bien entendu, aujourd'hui, sur la partie labellisation, on a, bon, je vous l'ai décrit, hein, mais pour pouvoir maximiser sa réussite, c'est vraiment être capable de cibler le bon dispositif. Alors aujourd'hui, ne soyons pas trop restrictifs parce que il y a certains projets qui peuvent être déposés sur plusieurs appels à projets. Donc là-dessus, c'est tout à fait possible. Bon, c'est pas la peine non plus de le mettre sur 3 ou 4. Hein. En général, c'est deux appels à projets qui peuvent être soit complémentaires, qui peuvent se chevaucher, et auquel cas, donc, ça peut être aussi envisageable dans votre stratégie. Si vous êtes en projet collaboratif, il faut avoir identifié les partenaires très rapidement. Et là-dessus, bien entendu, nous sommes à votre service, tant au travers de notre écosystème, mais aussi au travers de l'ensemble de nos connaissances et nos chargés de mission qui sont capables d'être à votre écoute et de vous donner, bon, ben voilà, je cherche un spécialiste en intelligence artificielle sur telle thématique pour compléter mon appel à projet, et auquel cas on vous connecte à l'ensemble des PME, TPE ou académiques pouvant répondre à votre problématique. Bon, ce qui est important dans la partie labellisation, c'est qu'on a un panel d'experts qui sont aussi à votre disposition au travers du processus qui est juste écrit après, mais qui va vous permettre à la fois d'améliorer le contenu, potentiellement la forme du projet, et de mettre aussi en général, hein, même si on essaie d'être toujours bienveillant, mais aussi de mettre le doigt sur les points faibles, que ce soit d'un point de vue technique, que ce soit d'un point de vue état de l'art ou vision de la commercialisation. Tout ça vous permettra de gagner du temps et surtout soit d'être plus sélectif dans votre roadmap et de démarrer sereinement le plus tôt possible. Donc, on est là aussi pour vous faire gagner du temps, bien entendu pour maximiser votre réussite sur un appel à projet. Bon, je ne vais pas vous décrire ce processus, mais c'est un processus qui se fait en plusieurs phases, avec bien entendu le premier niveau qui est votre vérification d'éligibilité au travers des discussions que vous pouvez avoir avec Nadira ou moi-même. Donc l'éligibilité sur les fonds propres, sur la typologie de l'appel à projet, sur la situation de l'entreprise. Et puis dès l'instant où vous êtes éligible, vous remplissez tous ces critères initiaux, on passe donc au travers de nos commissions projets qui peuvent être en plusieurs types de revues pour ensuite être labellisés avec un vote final de nos conseils d'administration. Donc, bon, là, vous avez le nom de nos experts hein, qui sont quand même issus à la fois de grands groupes, d'académiques et de PME. Donc, on essaie d'avoir toute cette diversité et en même temps, aujourd'hui, une forte connotation innovation et technologie. Donc, ce comité d'experts est parfois renouvelé, 1 à 2 personnes tous les 6 mois ou par année. Mais il y a une très grande stabilité, donc ça veut dire que vous avez affaire à des personnes qui sont habituées à ce genre de commission et qui sont là pour vous faire vraiment gagner du temps et vous accompagner le plus près possible par rapport à vos innovations. Et puis à droite, bon, un certain nombre de métriques que vous connaissez peut-être, mais qui vous montrent que lorsqu'on fait une labellisation,
on a quand même beaucoup plus de visibilité. On peut avoir des bonus financiers, bien entendu, et bien entendu aussi, le plus important, le bonus qualitatif. Voilà, j'essaie de respecter le timing et laisser un petit peu de temps à ma collègue Marielle. Donc, bien entendu, voilà, pour plus d'informations, vous avez donc les adresses email de Nadira, qui est vraiment le point d'entrée de manière générale, et bien sûr moi-même qui est à votre disposition, plus potentiellement sur la discussion de la nature des projets, les problématiques de partenariat ou tout ce qui est choix du dispositif et bien entendu toute la partie accompagnement nécessaire au succès de votre projet. Bon, je ne sais pas, Nadira, si on est capable de prendre les questions-réponses ou si on les prend à la fin, comme ça laisse. Alors, on a pris pas mal de retard, là, on est un petit peu en retard sur le timing. Ce que je propose, c'est de passer à l'étape des projets européens. Et ensuite, on verra le temps, selon le temps qui reste, soit on traitera en direct, soit on répondra Parfait. sur le site. Merci à vous et donc je passe la main à Marielle. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis Marielle Campanella, je suis responsable des projets européens au sein de SCS. Donc, sur les quelques minutes qui me restent, je vais vous présenter rapidement quelques instruments européens qui sont importants à garder à l'esprit dans le financement de l'innovation. Et je présenterai aussi quelques mots sur le contexte actuel, puisqu'on est dans une phase de transition entre les différentes programmations européennes. Marielle, je pense que tu as un petit problème avec le micro. Là, c'est bon, là, je pense. Excusez-moi. Au niveau des instruments européens, il est important de rappeler les aspects positifs et les aspects un peu plus difficiles. Ce sont tout d'abord des instruments qui sont généralement très intéressants par rapport aux montants qui sont proposés, aux taux de financement qui sont souvent plus élevés que les taux de financement nationaux, par rapport aussi à la fréquence des appels à projets qui existent, que ce soit des appels à projets génériques ou des appels à projets thématiques qui sont très riches tout au long de l'année. Cependant, ces appels à projets, ces instruments sont généralement très compétitifs, avec des taux de succès qui sont assez souvent plus faibles que les taux de succès dans les programmes nationaux, avec une démarche qui est relativement complexe dans le montage de projets, de par la cohérence nécessaire à présenter sur les projets qui sont proposés, cohérence avec les grandes politiques européennes, la façon dont les dossiers doivent être rédigés, qui sont assez particuliers, et pour laquelle un certain nombre de pratiques, si je puis dire, et d'historique est souvent nécessaire. Le fait que les dossiers doivent être soumis en anglais, ce qui n'est pas forcément évident pour tous. Et la plupart de ces projets sont également montés de façon collaborative, donc avec la nécessité de mettre en place des partenariats avec des partenaires européens de pays étrangers, ce qui nécessite d'avoir un réseau adapté à mettre en place dans ce type de projet. Il est important de garder à l'esprit quelques chiffres sur le positionnement des entreprises françaises dans le cadre de ces programmes de recherche européens et d'innovation. Au niveau du programme H2020, la France se situe au 3e rang des bénéficiaires, avec 11,1% des subventions qui ont été perçues par les entreprises françaises, donc en 3e place derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et le taux de retour est de 0,68. Ça veut dire que pour 1 euro investi dans les programmes européens, la France reçoit en retour 0,68 euros, donc moins d'1 euro, ce qui est à mettre en regard avec les 1,1 en Espagne et les 1,50 € aux Pays-Bas. Par ailleurs, les taux de réussite moyens en France sont de l'ordre de 15,2%, alors qu'ils ne sont dans la région sud que de 12,2%, pour diverses raisons et spécificités locales, ce qui prouve la nécessité de mieux informer et de mieux accompagner les entreprises, et en particulier les PME, dans ce type de démarche. Donc, un meilleur accompagnement par une meilleure information. Donc, c'est la raison pour laquelle nous mettons en place régulièrement ce type de réunion et ce type de webinaire dédié aux appels à projets de R&D et d'innovation.
et également un meilleur accompagnement avec une volonté de renforcer notre offre d'accompagnement auprès des PME dans ce domaine. Donc, en termes d'éléments de contexte, il est important de garder à l'esprit le calendrier que nous avons actuellement. Nous sommes dans une période de transition dans la programmation européenne des instruments de financement. Nous avons actuellement le programme Horizon 2020 qui est en cours. Donc, c'est un programme pluriannuel de 7 ans, donc qui a démarré en 2014 et qui se termine en cette fin d'année 2020. Et le nouveau programme qui va débuter s'appelle Horizon Europe et débutera en 2021 jusqu'à 2027, des programmes de 7 ans également. Donc, le fait que nous arrivons actuellement à la fin du programme Horizon 2020 signifie effectivement qu'il y a assez peu d'instruments ouverts actuellement, l'essentiel ayant été fait dans les années précédentes. Et, le programme Horizon Europe ne débutant qu'en 2021, la visibilité n'est pas encore optimum sur les différents instruments, les différents appels à projets qui sont actuellement ouverts. Cependant, certains instruments sont actuellement ouverts. Il y a déjà des éléments qui se profilent pour Horizon Europe. Donc, je vais tâcher de vous faire une présentation sur les quelques éléments qui sont actuellement disponibles. Donc les 3 premiers instruments que je vais vous présenter sont ceux que l'on évoque régulièrement puisqu'ils sont ouverts au fil de l'eau et qui sont des sujets qui sont transversaux ou ouverts indépendamment de la technologie. Donc, le premier instrument est ce qu'on appelle le Fast Track to Innovation. Donc, le premier point important à mentionner, c'est que la dernière deadline pour ce type d'instrument, pour l'instrument FTI, la dernière deadline aura lieu le 27 octobre. Donc, ça signifie qu'il reste moins d'un mois. Donc, étant donné la complexité du montage de ce type de projet, ça s'adresse essentiellement pour les entreprises qui ont déjà des partenariats qui sont montés, déjà des propositions déjà soumises, qui souhaitent resoumettre. Puisque monter un projet européen en un mois, c'est vraiment quelque chose qui est trop bref pour mettre en place quelque chose d'efficace. Ce dispositif de financement s'adresse exclusivement à des projets collaboratifs qui sont proches du marché. Ça signifie avec un TRL supérieur à 6. Dans lequel l'objectif est d'accélérer le développement de nouvelles technologies qui sont déjà matures afin d'aboutir à une commercialisation à court terme de produits ou de services innovants, puisque l'objectif est que la commercialisation puisse avoir lieu au plus tard dans les 36 mois après le démarrage du projet. Donc, toutes thématiques sont éligibles dans le cadre de ces projets-là. On est sur des projets qui durent de l'ordre de 1 à 2 ans, avec des budgets maximum de 3 millions d'euros, en général plutôt de l'ordre de 1 à 2 millions en moyenne. Il est indispensable d'y associer 3 partenaires minimum, donc 3 partenaires qui proviennent de 3 pays membres ou pays associés différents et 5 partenaires minimum. Et il est nécessaire aussi que les entreprises, donc qu'elles soient grands groupes ou PME, représentent au minimum 60% du budget et soient majoritaires dans le consortium. Les propositions doivent également inclure un business plan détaillé avec un plan d'exploitation et de commercialisation pour chaque participant. Donc, le financement est de 70% pour les entreprises à but lucratif et 100% pour les entreprises à but non lucratif. Le time to grant qu'on indique 6 mois, c'est le temps qui s'écoule entre le moment où l'appel à projet se clôt et le moment où le projet démarre réellement s'il est sélectionné. Donc ici, il est de l'ordre de 6 mois. Les taux de succès sont faibles, ils sont de l'ordre de 5% et la priorité est donnée aux PME et aux primo-accédants, c'est-à-dire aux sociétés qui n'en ont encore jamais bénéficié. Donc la dernière date, comme je vous l'ai dit, fixée au 27 octobre. Donc ça signifie que c'est faisable très concrètement si vous avez déjà des consortiums qui sont bâtis, des relations qui sont déjà bâties avec des partenaires et si vous avez déjà une proposition qui est déjà rédigée de façon assez aboutie. Le deuxième instrument à mentionner donc, est le programme Eurostar qui soutient les PME innovantes impliquées dans des projets collaboratifs européens et qui cible prioritairement des entreprises qui réalisent de forts investissements en R&D. Donc l'approche est dite bottom-up, ça signifie qu'elle s'applique à tous les domaines technologiques, tous les types de produits, de procédés et de services, à condition qu'ils soient clairement orientés vers le marché. La finalité étant effectivement de financer des partenaires dans des projets d'innovation collaboratifs proches du marché. Il est nécessaire que le leader, le porteur du projet, soit ce qu'on appelle une R&D Performing SME, c'est-à-dire une PME de haute technologie
qui consacre au moins l'équivalent de 5 équivalents temps plein à la R&D pour 100 salariés et 10 au-delà. Chaque partenaire ici est financé, en tout cas pour la partie française, par la BPI. Et cela signifie que c'est la BPI qui sera ensuite l'interlocuteur au niveau des versements et du suivi du projet. Chaque autre partenaire étranger étant lui-même suivi par son organisme national. On est sur des projets également à TRL élevé, de l'ordre de 6 à 8. Et les financements donc, sont de 40% pour les PME des pays Eurostar, 30% pour les entreprises de taille intermédiaire et 40% pour les laboratoires. Le financement aussi se fait dans la limite des fonds propres. Les taux de succès sont plus élevés ici, on est de l'ordre de 30%. Donc le dernier appel Eurostar pour 2020 s'est clos au mois de septembre, au début septembre, et le prochain appel, je parle au conditionnel, devrait se clore au mois de février 2021. Nous attendons la confirmation des points de contact Eurostar par rapport à ces dates précises et nous vous les communiquerons lorsqu'elles seront connues. Le troisième instrument que l'on mentionne souvent, puisqu'il est assez intéressant, est l'instrument qui s'appelait précédemment SME Instrument et qui s'appelle maintenant EIC Accelerator. Donc là, la prochaine deadline est le 7 octobre, donc on va dire que c'est quasiment pour demain, c'est pour la semaine prochaine. Donc l'idée n'est pas de vous inciter à monter un appel pour cette prochaine deadline, puisque les contraintes sont assez importantes, mais de vous présenter l'esprit global de cet appel à projet et de vous dire ce qui va éventuellement devenir l'année prochaine, dans le cadre du programme Horizon Europe. Donc, les programmes qui dépendent de l'EIC Accelerator cherchent à financer des projets qui ont pour objectif la mise sur le marché d'innovations de rupture qui nécessitent un travail complémentaire sur la partie industrialisation scale-up, sur la partie démonstration et test de prototypes, afin de pouvoir arriver à un produit ou à un service qui sera commercialisable dans les 2 à 3 ans après la fin du projet. Donc, l'idée est de partir à minima sur un TRL 6, afin d'atteindre un TRL à niveau 8 à 9 en fin de projet pour une pré-commercialisation. Donc, le caractère disruptif est vraiment essentiel, ainsi que le fort potentiel de croissance de la solution que vous proposez dans le cadre de cet appel à projet. Et donc, il est nécessaire, comme tous les projets européens, que les innovations répondent aux grandes orientations européennes, c'est-à-dire aux besoins des usagers, aux défis sociétaux, technologiques et économiques de manière durable. Donc, l'avantage ici, c'est qu'une PME peut candidater seule et que les taux de financement sont élevés, puisqu'on est à 70% de financement avec des subventions de l'ordre de 500 000 à 2,5 millions, ce qui représente des budgets importants. Et il peut y avoir également des financements par participation, par ce qu'on appelle par equity, pour les projets avec les TRL les plus élevés. Cependant, ce programme est extrêmement sélectif. On a moins de 5% de taux de succès ici et il n'est possible de bénéficier qu'une seule fois de la subvention. Il est nécessaire donc de présenter un business plan très détaillé et d'avoir également une gestion irréprochable de son entreprise qui soit vraiment conçue pour intégrer à moyen terme et à court terme la croissance et pouvoir gérer ce déploiement sur le marché de façon mondiale. Alors, à partir de 2021, dans le cadre du programme Horizon Europe, nous avons la confirmation que le programme EIC Accelerator sera maintenu, mais sous nouvelles modalités. Les éléments que je vous mentionne là sont pour l'instant au conditionnel et ne sont pas encore confirmés, mais ce sont les grandes tendances qui se profilent. Donc, l'EIC Accelerator devrait pouvoir être présenté à compter de 2021 sous 2 étapes, donc avec une étape de petits dossiers d'une dizaine de pages à soumettre, qui sera la condition sine qua non pour pouvoir valider un dossier plus détaillé d'une 30aine de pages. En revanche, le nombre de resoumissions serait limité, puisque là, l'EIC Accelerator est victime de son succès et la Commission européenne doit évaluer un nombre très important de propositions à chaque phase. Donc ici, le nombre de resoumissions sera limité dans le temps. L'accent sera mis sur le financement par equity, par participation, et des pitchs vidéo seront demandés. Tous ces éléments-là confirment que la préparation de ce type de projet ne s'improvise pas. Il nécessite de mettre en place un accompagnement auprès des sociétés. C'est cette raison pour laquelle, à compter du printemps de cette année, nous avons décidé de nous associer avec le cabinet Nextinso, qui est spécialisé, entre autres, dans l'accompagnement vers l'innovation des entreprises. Et donc, nous avons déployé cette offre d'accompagnement conjointement, SCS plus le cabinet,
afin de pouvoir accompagner des entreprises sur toutes les phases de préparation de candidature à ces appels à projets. Donc, depuis la phase de qualification d'orientation, la phase d'aide pour déterminer le périmètre du projet et afin de trouver le partenaire adéquat. La partie rédaction, donc support à la rédaction, coordination et montage, valorisation rédactionnelle et aide au pitch lorsque c'est nécessaire. Une assistante sur la mise en place des éléments financiers en termes de support budgétaire, d'analyse du business plan et des plans de développement, et une aide aussi pour la soumission concrète et le dépôt en ligne du dossier. Donc, les tâches en bleu ciel sont pilotées par SCS et les tâches en bleu marine sont pilotées par Inextinso. Donc, cette offre d'accompagnement est réservée effectivement aux membres du pôle SCS. Donc, ça signifie qu'une adhésion au pôle est nécessaire en cours de l'année, pour l'année en cours. Et elle est conditionnée avec une offre tarifaire particulière pour la partie préparation, donc une offre tarifaire fixe pour la soumission et une prime en cas de succès. Donc, je vous invite à nous contacter si vous êtes intéressé pour éventuellement échanger sur la mise en œuvre de cette offre d'accompagnement. Je passe assez vite puisque le temps avance et j'ai encore d'autres éléments à vous présenter. Dans le cadre dont je vous ai indiqué que le programme Horizon 2020 arrivait à sa fin, et l'une des grosses parties du programme Horizon 2020 est ce qu'on appelle l'appel Green Deal, dont vous avez peut-être entendu parler. D'un point de vue politique européenne, il est important de rappeler que la Commission européenne souhaite réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne de 50% d'ici 2030. Donc, elle a mis en place ce qu'on appelle la politique du Green Deal au cœur de son projet, avec un plan d'investissement majeur de 1 000 milliards d'euros, dans lequel sont mobilisés des investissements publics et également privés. Donc, dans le cadre de cette politique ambitieuse du Green Deal, l'appel à projet Horizon 2020 Green Deal a été lancé et a été ouvert le 18 septembre dernier et donc doté d'un budget total de 983 millions d'euros. Et cet appel à projet comprend donc 20 thématiques que vous pouvez voir détaillées sur ce tableau ici même. Donc l'objectif ici est vraiment de répondre aux besoins afin de faire face à la crise climatique et d'assurer une meilleure protection de l'environnement et de la biodiversité. Donc l'objectif est de mobiliser la recherche et l'innovation afin de lancer des transformations environnementales, sociétales et économiques nécessaires. Donc l'appel est divisé sur en 8 principaux domaines qui reflètent la structure de la politique européenne du Green Deal, avec des thèmes que vous pouvez voir ici, comme par exemple l'ambition, la réduction de l'impact environnemental, les problématiques liées à la sécurisation énergétique et les énergies propres, l'économie circulaire, le développement de bâtiments efficaces énergétiquement, les thématiques de mobilité durable et intelligente, les thématiques agri-food, ce qu'on appelle de la ferme à la fourchette, les thématiques liées à la biodiversité et aux environnements non pollués. Alors, ces thématiques-là sont des thématiques environnementales, donc qui sont vraiment sous des secteurs environnementaux spécifiques, et qui ne sont pas des secteurs thématiques technologiques en soi. Cependant, les technologies numériques, qui sont, j'imagine, les thèmes qui vous intéressent en particulier, sont prenantes dans plusieurs thèmes, en particulier les thèmes 1.1, 1.2, 1.3, donc sur tous les thèmes liés à la protection de l'environnement, sur le thème 2.1, donc sur le thème sur la sécurisation énergétique, les thèmes 3.2 sur l'économie circulaire, le thème 4.1 sur les bâtiments énergétiques, le thème 5.1 sur la mobilité durable et le thème 9.3 sur les océans. Il est important de mentionner que ce sont systématiquement des projets collaboratifs de grande ampleur, minima 20 millions d'euros jusqu'à 20 millions d'euros, voire 35 pour certains thèmes, donc qui nécessitent vraiment de déployer des consortiums extrêmement bien structurés et extrêmement bien pilotés. Et la Commission européenne souhaite avoir des résultats tangibles et visibles par tous les citoyens à très court terme, de l'ordre de 4 à 6 ans. Cet appel à projet se clôt le 26 janvier. Donc, il vient de se faire récemment, comme je vous l'ai dit. Il pourrait faire l'objet en lui-même de webinaires et beaucoup d'informations ont déjà été communiquées à ce propos.
Donc, je vous invite plutôt à vous tourner vers ces différents outils. Donc, tous les liens que vous voyez à l'écran là sont également dans le fichier PDF que vous pouvez télécharger dans la petite boîte de dialogue que vous devez voir à la droite de votre écran. Donc, les points de contact nationaux, les PCN, ont organisé différents webinaires tout le long de l'été. Donc, les replays de ces webinaires sont disponibles en ligne sur le premier lien. De plus, les mêmes points de contact nationaux ont mis en place une plateforme à la fois de recherche de compétences pour les projets qui souhaitent se monter, qui recherchent des compétences particulières, et d'offres de compétences pour les entreprises qui veulent proposer leur participation dans des projets. Donc là, c'est le deuxième lien. Ensuite, il est important de mentionner que la métropole Nice-Côte d'Azur va organiser un webinaire donc le 2 octobre à la fin de cette semaine, donc en collaboration avec l'Université Côte d'Azur, afin de fournir des éléments d'information et d'échange sur les thématiques du changement climatique et en particulier du Green Deal. Donc l'enregistrement est possible dès maintenant sur le lien, le troisième lien que vous voyez ici. Et enfin, un atelier de réseautage est organisé par le réseau EEN, Entreprise Europe Network, et les points de contact nationaux. C'est un événement virtuel gratuit qui aura lieu le 13 octobre. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la fin de cette semaine. Donc dépêchez-vous si cela vous intéresse, afin de pouvoir rencontrer d'autres porteurs de projets potentiels et de construire d'éventuels partenariats européens et internationaux. Ce webinaire, cet événement est ouvert à toute entreprise, PME, grand groupe, organisme de recherche et est gratuit. Donc voilà, vous pouvez trouver les liens, donc je vous rappelle, sur le document téléchargeable à la droite de votre écran. Donc, dernier point qui est important à mentionner en termes d'instruments européens et qui est parfois méconnu, c'est ce qu'on appelle le cascade funding ou le financement en cascade. Donc, de quoi s'agit-il? Le cascade funding, en fait, est un dispositif de financement européen lié au programme Horizon 2020 qui est géré non pas en direct par la Commission européenne, mais par des projets intermédiaires qui sont eux-mêmes financés par la Commission européenne et sélectionnés par la Commission européenne. Ça signifie que la Commission européenne fournit une enveloppe budgétaire à des projets Horizon 2020 qui eux-mêmes ont pour vocation, entre autres, de redistribuer ce budget via des services ou via des enveloppes financières directement à des sous-projets qui sont gérés eux-mêmes par ce projet principal. Donc les clusters, les pôles tels que le pôle SCS sont très actifs sur ce type de projet-là puisque c'est une façon de pouvoir redistribuer de façon directe auprès de nos membres en particulier des financements d'innovation sur des dispositifs qui sont beaucoup plus légers, si je puis dire, et beaucoup plus agiles pour les entreprises. Donc en termes de financement, les dispositifs de cascade funding peuvent financer des actions de soutien à l'innovation, qui sont par exemple des prestations d'études de faisabilité, d'études de marché, d'aide à l'internationalisation, bien des conseils sur la propriété intellectuelle, sur les levées de fonds, et également un accompagnement financier par redistribution en cascade, d'où l'appellation cascade funding, de financement. Donc ces types de financement s'adressent essentiellement aux PME et aux startups, et dans certains cas, aux entreprises de taille intermédiaire, les ETI, ou bien aux grands groupes ou aux organismes de recherche. Et donc, comme je vous l'ai dit, ces enveloppes financières sont gérées par des consortiums eux-mêmes, qui sont eux-mêmes financés par le programme Horizon 2020 de la Commission européenne. Donc, de façon très concrète, ces projets-là lancent régulièrement des appels à projets, ce qu'on appelle des open calls, qui sont entièrement gérés par les membres du consortium, parfois par des clusters, par des pôles de compétitivité, qui sont membres de son projet principal. Donc, les finances sont gérées par les membres de ce consortium-là et non pas par la Commission européenne en direct. Les procédures sont spécifiques à chaque appel à projet, donc en termes de montant, en termes de date d'ouverture et de fermeture, en termes de sujet, de critères d'éligibilité et de procédures d'évaluation. Les candidatures peuvent se faire souvent en consortium ou parfois de façon individuelle. L'avantage de ces processus-là par rapport aux appels à projets que l'on peut voir généralement est que les dossiers de candidature sont beaucoup plus légers, donc généralement une dizaine à une quinzaine de pages, et toujours en anglais. Les appels à projets sont ouverts pendant une période de 2 mois, donc pour des projets qui sont courts, qui sont ciblés et qui sont naturellement plus réduits également en termes d'ambition, en termes de budget. On est d'ordre de 50 à 60 000 euros par entreprise, 100 000 euros par projet. La subvention est généralement forfaitaire.
En pratique, la liste de tous les open calls des cascades funding est disponible sur le portail de la Commission européenne, sur le lien que vous voyez à l'écran, le même lien étant disponible dans le document PDF que vous pouvez télécharger. Je vais vous donner quelques exemples concrets de projets en cascade funding qui ont existé ou qui sont actuellement ouverts pour vous donner un ordre d'idée de ce qui existe actuellement. Donc, le premier exemple est un dispositif dont vous avez peut-être entendu parler, donc qui est le projet IoT for Industry, qui est coordonné par le pôle SCS. En l'occurrence, tous les appels à projets sont clos, mais cela vous donne un exemple très concret de ce qui a été financé par dispositif de cascade funding dans le cadre du projet IoT for Industry. Donc, 40 projets collaboratifs européens ont été financés d'IoT for Industry, intégrant donc le déploiement de solutions IoT, Big Data, intelligence artificielle et cybersécurité dans des industries manufacturielles dites traditionnelles, donc tout ce qui couvre outils de production, machines, robots et processus industriels. Donc, dans le cadre de 2 appels à projets, nous avons redistribué 3,8 millions d'euros auprès de 84 PME qui ont été financés donc dans le cadre de 40 projets pour des démonstrateurs ou bien des prototypes. Donc, ce projet est en train de se terminer et parmi ces 40 projets, 4 projets, par exemple, étaient portés par des membres de SCS. J'en profite pour vous indiquer que le projet IoT for Industry arrivant à sa fin, l'événement final du projet IoT for Industry aura lieu la semaine prochaine, le 6 octobre, en ligne, dans le cadre de la conférence Digital Manufacturing Conference. Mardi 6 octobre après-midi, vous trouverez toutes les informations sur notre site web et sur le site d'IoT for Industry. Rapidement, je peux vous évoquer également un autre type d'appel cascade funding qui est actuellement ouvert, donc qui est géré par le projet qui s'appelle DigiFed. Donc SCS n'est pas membre de ce projet-là, mais certains de nos clusters partenaires sont membres de ce consortium. Le projet DigiFed étant lui-même piloté par le CEA Leti. Donc, le projet DigiFed est lui-même financé par la Commission européenne dans le cadre du programme ICT de Horizon 2020 et il vise à renforcer et faciliter l'adoption de technologies numériques avancées ou bien des systèmes cyberphysiques par les PME et les ETI et en particulier par les entreprises non numériques. Donc, le projet a démarré au 1er janvier de cette année et 3 appels à projets sont proposés durant toute la vie du projet aux entreprises européennes afin de soutenir financièrement ces entreprises-là avec également des expertises techniques et une gestion d'innovation. Un appel à projet est actuellement ouvert qui s'intitule Application Experiment Twin et donc qui a pour objectif de soutenir des projets collaboratifs entre 2 PME ou 2 ETI qui appartiennent à 2 États différents autour d'une solution innovante numérique afin de pouvoir envisager un transfert technologique d'une PME ou d'un ETI, qui est donc un fournisseur, vers une autre qui sera à ce moment-là l'intégrateur. Autour de thèmes numériques qui sont très variés, comme vous pouvez voir dans cet encart ici. Donc, le financement va jusqu'à 55 000 € par entreprise, donc 110 000 € par projet, à hauteur de 70% des coûts éligibles. Donc, on est sur des technologies qui ont un TRL de l'ordre de 6 à 8 pour des projets qui vont de 9 à 12 mois. Les projets sélectionnés, donc là, DigiFed entend sélectionner à peu près une dizaine de projets dans le cadre de cet appel, du second appel à projet, pourront bénéficier de sessions de coaching facultatif pour approcher le marché. Donc, très concrètement, si vous souhaitez candidater à ce type d'appel à projet de cascade funding, les dossiers de candidature sont à déposer avant le 15 décembre auprès du projet DigiFed, sous la forme d'un dossier d'environ une quinzaine de pages, avec également un pitch vidéo qui est demandé. Donc, vous trouverez plus d'informations sur le lien qui apparaît ici et qui est également indiqué dans le document PDF que vous pouvez télécharger. À noter que le projet DigiFed a prévu d'organiser plusieurs webinaires au mois d'octobre et au mois de novembre par rapport à ces thèmes-là, qui seront également annoncés sur ce lien. Donc là, je vous présente un projet de cascade funding qui est très thématique par rapport à des technologies, mais il existe également d'autres cascades funding qui sont liées à des thèmes et à des secteurs plus vastes. Par exemple, je sais qu'un appel à projet cascade funding est actuellement ouvert sur le thème de l'économie circulaire. Je vous mentionne ça comme dans le cadre de projet Horizon 2020. Le fait que nous passions à Horizon Europe à compter de 2021 ne signifie pas que ces projets vont s'arrêter loin de là, puisque des projets Horizon 2020 vont commencer à compter de la fin de l'année 2020
ou en début de l'horizon 2021, ils vont durer pendant 3 ans. Donc, ce sont vraiment des processus qui existent de façon très régulière et sur lesquels il est intéressant de se pencher de par l'aspect léger et plus pratique, si je puis dire, des candidatures qui sont demandées. Voilà, pour terminer, quelques mots rapides sur ce à quoi on peut s'attendre à compter de l'année prochaine. Donc, le programme Horizon Europe va débuter à compter de 2021. Les objectifs généraux du programme Horizon Europe visent essentiellement à renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'Union européenne, à stimuler sa compétitivité, donc y compris celle de son industrie, à pouvoir concrétiser les priorités politiques et stratégiques de l'Union et enfin à contribuer à répondre aux problématiques mondiales, dont celle de l'objectif de développement durable, qui est vraiment le point clé du programme Horizon Europe. Donc, il se structure autour de 4 piliers, le premier étant portant sur la recherche fondamentale, le second sur le soutien aux problématiques sociétales, le troisième sur la structuration des écosystèmes d'innovation et le quatrième étant un pilier transversal sur la capacité à attirer les talents et à encourager la coopération. Donc, les thèmes que l'on retrouve sont au sein du second pilier. Vous voyez ici des thèmes qui seront, je pense, intéressants pour vos entreprises. Les thèmes de la santé, de la sécurité, du numérique et de l'industrie et de l'espace, du climat et de l'alimentation. Donc, le budget global du programme Horizon Europe est de 80,9 milliards. Il a été adopté par le Conseil européen récemment et est actuellement donc en cours de négociation avec le Parlement européen suite aux renégociations dans le cadre du plan de relance. Très concrètement, nous sommes actuellement en attente du plan de travail spécifique pour la période 2021-2022, un plan de travail qui nous permettra de connaître très précisément quels sont les instruments et les thèmes qui sont ouverts sur les premières années et donc de connaître très précisément le calendrier des appels à projets qui sont ouverts à compter de 2021. Ces éléments-là ne sont pas encore connus et on vous communiquera les informations dès qu'elles seront publiées. Il est intéressant aussi de garder à l'esprit que le programme Horizon Europe prévoit également de simplifier les formalités administratives, tant à la fois pour les bénéficiaires que pour les gestionnaires, au niveau de la Commission européenne. J'espère que ce sera suivi par les faits, dans les faits par des facilités, si je puis dire, par rapport aux formalités administratives qui seront nécessaires, tant pour le dépôt de projet que pour la gestion des projets qui sont financés. Voilà pour ma part, on est un petit peu long sur ces éléments-là. Si vous avez des questions sur les dispositifs européens, je suis tout à fait à même d'y répondre. Alors peut-être pas maintenant puisque le temps va être un petit peu bref, mais en tout cas vous pouvez me contacter par email sur ces éléments-là ou bien sur tout élément de façon un peu plus globale ou sur d'autres dispositifs d'appel à projets européens. Je vous remercie. Nadira, je te laisse la main pour conclure. Merci beaucoup, Marielle. Effectivement, on a un petit peu débordé. Je suis vraiment navrée. On vous a pris pas mal de temps. Ce que je vous propose, c'est que nous vous fassions parvenir tous ces slides avec des slides supplémentaires comprenant vos questions et sur lesquels on répondra, parce qu'on n'a vraiment plus de temps. On ne pouvait pas se quitter, par contre, sans vous rappeler de nos prochains rendez-vous. Donc, pour tous, à retenir, le 9 octobre, il y a un atelier IA et Marketplace dans nos nouveaux locaux de Rousset, accessible à 10 personnes maximum, donc suite aux contraintes Covid. Nous serons ravis de vous accueillir donc le 9 octobre sur Rousset. Le 16 octobre, Micro Innovation Day qui aura lieu à l'école des mines de Gardanne. Là, pareil, au niveau des personnes, des inscriptions, nous sommes limités à 75 personnes, donc n'hésitez pas à vous inscrire au plus vite. Le 5 novembre prochain, un nouvel atelier IA et Marketplace, cette fois-ci sur Sofia au Business Pole. Le 12 novembre, Smart City et Territory Innovation Day à l'IMRED à Nice. Le prochain webinaire organisé par Fabienne de Thomas à 11 h le 2 octobre avec Insight SIP sur ASIC, SOC, Chipset SIP, spécificité performance. Le 20 octobre, un autre webinaire sur l'IA appliquée à l'énergie avec Nextra. Voilà, pour le reste des informations, vous retrouverez toutes ces informations évidemment sur les slides. Pour tous ces événements, vous pouvez vous inscrire auprès de Audrey Rivollet, dont vous trouverez l'adresse mail en bas de cette slide. Nous vous remercions à toutes et à tous du temps que vous nous avez consacré. Et si vous avez encore 2 petites minutes, je vous remercie d'avance de bien vouloir répondre à l'enquête qui va s'afficher à la fin de ce webinaire. Très bonne journée à tout le monde. À très bientôt. Au revoir.